sur des sujets structurants par des hommes et des femmes aux regards extrêmement différents, plus on va éliminer les angles morts. Qu'est-ce que la dimension homme-femme apporte ou pas, d'ailleurs? Moi, je pense que les hommes et les femmes, de manière générale, n'appréhendent pas le rapport au temps, euh, le rapport au management, donc au facteur humain, le rapport au pouvoir de la même manière. Et donc que c'est probablement une des premières diversités à inoculer à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inclusion. Et l'inclusion, en fait, c'est la capacité à intégrer à l'intérieur d'une organisation toutes les formes de diversité. Et en réalité, l'inclusion qui est portée par les nouvelles générations, par les moins de 25 ans, c'est la non-exclusion de la moindre différence. Donc, c'est pas on intègre la diversité, c'est on n'a pas le droit de ne pas intégrer, de ne pas accepter la moindre différence. Si on n'arrive pas à l'intérieur des COMEX à n'avoir que cette diversité d'hommes-femmes, ça veut vraiment dire qu'on est loin de la balle en termes de compréhension de la société dans laquelle on navigue à l'heure actuelle. Parce qu'on a une telle explosion des enjeux de la diversité, une telle explosion de la définition même de ce qu'est la différence, non pas à inclure mais à ne pas exclure, que si on a du mal à comprendre que rien que le fait de mettre des hommes et des femmes à côté, là pour le coup c'est une question d'éthique de base. Je pense qu'on a des soucis à se faire pour la viabilité de l'entreprise dans les années à venir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 10e édition de l'événement annuel de l'AME, Évidence 2021. Au programme de cette édition, femmes et gouvernance avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'entreprise du futur. L'AME, l'Alliance pour la mixité en entreprise, en quelques mots. Nous sommes un réseau interentreprises de différents secteurs, d'entreprises de différentes tailles,
nous avons la présence et le soutien d'institutionnels. Nous faisons appel à des intervenants de qualité, inspirants et toujours une contribution originale de l'AME avec une restitution après l'événement de points clés assortis de recommandations. Et bien sûr, c'est l'occasion de nous connecter, de partager ensemble nos expériences. Alors, je termine avec quelques informations pratiques de cet événement. Nous sommes ce soir en présentiel et en duplex depuis le siège mondial du groupe Casino qui nous accueille ce soir ici à Paris où je me tiens sur scène et à Lyon depuis l'hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes également en live sur Blue Jean. N'hésitez pas à poser vos questions à notre équipe sur l'espace dédié de discussion et un questionnaire de satisfaction vous sera proposé en fin de soirée. Sans plus attendre, je passe la parole à Corinne Hardy, présidente de l'AME, et Thierry Vatelet, conférencier et journaliste, pour ouvrir la soirée Évidence 2021, Femmes et gouvernance, décision inclusive, comment accélérer, avec 3 questions, Corinne, pour prendre le relais. Pourquoi ce thème? Pourquoi maintenant? Et pourquoi Lyon et Paris? Je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup, Corinne. Au nom de l'ensemble du bureau, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. Corinne, tu me demandes pourquoi Lyon et pourquoi Paris. Lyon, c'est le berceau de l'âme. C'est là où l'âme est née. Et nous sommes vraiment très heureuses d'être ici ce soir à la région. Et nous tenons tout particulièrement à remercier Juliette Jarry, qui est avec nous ce soir, chef d'entreprise. Et lorsque je lui ai parlé de ce projet, lorsqu'elle était vice-présidente de la région en charge du digital, tout de suite, Juliette, tu nous as dit « oui, c'est super » et tu as tout de suite aimé l'idée d'un partenariat avec la région. Un grand merci, Juliette, pour nous permettre d'être ici ce soir. Alors, pourquoi ce thème ? Je cherche mes slides. Voilà, excusez-moi. Je suis allée trop vite. Pourquoi ce thème? Ce thème est la clé et l'enjeu central de l'égalité homme-femme. La gouvernance est vraiment le point clé. Il est bien loin le temps où, voici une dizaine d'années, les entreprises mettaient en place quelques mesures telles que un peu de mentoring, quelques formations aux et mesdames, on s'occupait un petit peu de la maternité et puis on pensait que ces mesures seules allaient permettre de résoudre le problème de la gouvernance. Avec la gouvernance, nous arrivons vraiment au cœur du problème. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a vraiment une urgence. L'égalité professionnelle homme-femme en entreprise est probablement l'un des plus grands défis que nos entreprises ont à résoudre. Mais c'est également une partie de la solution. C'est une partie de la solution pour résoudre ces crises auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous devons nous atteler de manière urgente. Donc la gouvernance, c'est à la fois le cœur du problème, mais c'est aussi le cœur de la solution. Nous avons vraiment un devoir d'égalité. Nous devons accélérer grâce à la gouvernance. Pour nous, c'est une évidence. Alors, pourquoi l'âme? L'âme, en fait, travaille ces sujets depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, à l'intérieur de nos 17 entreprises, nous partageons les bonnes pratiques. Nous nous aidons mutuellement. Nous construisons ensemble. Cette soirée en est l'illustration. Nous imaginons et nous mettons en place des solutions concrètes à l'intérieur de nos entreprises et pour nos entreprises. Et nous sommes devenus en quelques années un interlocuteur crédible grâce à nos propositions, également auprès des institutionnels. Donc ce sujet ne pouvait être que porté par l'âme. Nous portons justement ces évidences au nombre de 5 qui sont vraiment nos évidences constitutionnelles, intrinsèques, qui sont vraiment notre ADN. La première évidence, c'est bien sûr l'égalité. La deuxième évidence que nous portons, c'est le fait que cette égalité, c'est une question urgente. C'est maintenant qu'il faut la traiter, afin qu'elle devienne
la nouvelle normalité. Notre quatrième évidence, c'est le fait que comme tout sujet stratégique, tout sujet important, il doit être traité avec méthodologie, avec des outils pertinents. Et enfin, notre cinquième évidence, c'est que l'égalité est porteuse de bien vivre ensemble, femmes et hommes. Et ces évidences, nous avons le plaisir de les porter depuis 10 ans avec un formidable groupe, avec engagement, avec conviction, avec courage et avec inclusion. 10 ans d'évidence déjà. Ces soirées qui rassemblent des centaines de personnes comme ce soir pour construire ensemble l'égalité. Alors, je voudrais terminer cette conclusion sur une réflexion qui nous a beaucoup inspirés. La parfaite égalité est le fondement nécessaire de la liberté. Plutôt ancien. Giacomo Leopardi, 1827. Nous pensons qu'elle est toujours d'actualité. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Agnès Pannier-Runacher, notre ministre déléguée chargée de l'industrie. Madame la ministre devait être avec nous ce soir. Elle a appris dimanche qu'elle devait se rendre au Panthéon pour la panthéonisation de Joséphine Baker. On peut le comprendre. Nous avons été excessivement touchés puisque pendant le week-end, ces équipes ont travaillé afin qu'elle puisse enregistrer un film, ce qu'elle a fait hier. Madame Pannier-Runacher. Je remercie l'Alliance pour la mixité en entreprise pour son invitation et pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer sur le sujet de la gouvernance inclusive. Je ne serai malheureusement pas des vôtres ce soir, car je dois participer à l'hommage à Joséphine Baker au Panthéon. Mais je crois que la cause est bonne. Vous le savez, le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Les femmes représentent moins de 20% des comités exécutifs dans l'industrie et restent peu présentes dans les fonctions de direction. C'est le fameux plafond de verre auquel j'ai l'habitude d'associer les parois de verre qui isolent les femmes dans des fonctions support alors qu'elles pourraient être bien plus nombreuses dans des fonctions de recherche et développement ou à la tête d'usine. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la loi, ça marche. On en a aujourd'hui la preuve. La loi dite Copé-Zimmermann, votée en janvier 2011, a instauré un quota minimum de 40% de femmes au sein des conseils d'administration, des moyennes et des grandes entreprises. Eh bien, elle nous a permis de quadrupler la présence des femmes au sein des conseils d'administration. Nous sommes passés de 10% en 2009 à 44% en 2019. Grâce à l'afflux de nouvelles administratrices, la fonction s'est considérablement oxygénée et professionnalisée. Nous avons poussé un cran plus loin avec la proposition de loi Castaner-Rixain qui crée un objectif de 30% puis 40% de femmes dans les instances de direction d'ici quelques années. Et avec la loi Pacte, nous avons décidé d'ouvrir pour chaque recrutement de mandataires sociaux une référence qui dit qu'au moins une femme ou un homme doit aller jusqu'au bout du recrutement avant la sélection par le conseil d'administration. La mauvaise nouvelle, c'est que la loi ne peut pas tout. Le combat de la parité femmes-hommes est d'abord sociétal et culturel, et c'est le combat de tous. Bien sûr, il nous faut appliquer les lois, mais il nous faut aussi, en même temps, nous allier partout pour installer l'égalité réelle. Au moment du recrutement, au moment des promotions, dans l'identification des hauts potentiels, dans les plans de succession. Si on se bat pour l'égalité au plus haut niveau, c'est pour une raison évidente de promesse républicaine et d'égalité des chances. Que chaque femme puisse avoir une trajectoire à la mesure de son talent et de son travail. Et que chaque petite fille puisse grandir avec des modèles de femmes visibles dans la gouvernance des entreprises. Mais c'est aussi pour une raison d'efficacité des entreprises, car on sait que des équipes mixtes ont de bien meilleures performances. Vous le savez, la mixité ne se décrète pas. C'est vous, directrices et directeurs des ressources humaines, qui en êtes les artisans. Vos initiatives ne manquent pas pour y arriver et pour atteindre notre ambition commune. Vous mettez en place des actions non seulement pour attirer les femmes dans les entreprises, mais aussi pour les garder et les faire grandir et évoluer. Mais c'est aussi en amont qu'il faut livrer bataille, dans l'esprit des jeunes filles, dans ce qu'elles imaginent possible ou impossible, dans les vocations qui peuvent naître parce qu'elles ont croisé une femme dans une usine ou échangé avec la directrice d'une usine. Parmi l'une de ces initiatives, une qui me tient à cœur est le mentorat en direction des plus jeunes.
Nous avons récemment créé un guide de mentorat pour faciliter la diffusion de cette pratique chez les industriels. Beaucoup d'entreprises sont déjà engagées dans cette démarche et je vous encourage à aller dans les écoles pour témoigner et à accompagner les jeunes filles dans les grandes étapes de leur orientation. Je vous encourage également à proposer des stages de 3e dans l'industrie aux jeunes filles de votre territoire ou accueillir des classes en entreprise. Il nous faut également un effort continu pour former les recruteurs et plus largement les responsables d'équipe sur les biais de genre qui peuvent inconsciemment orienter leur processus de recrutement ou de management. Il ne suffit pas de former une fois, il faut le faire plusieurs fois, remettre en cause les pratiques, pousser à l'appropriation de nouvelles et faire une restitution de ce qui est fait. En corrigeant ces biais, on contribue également à lever les premières barrières rencontrées à l'accession vers les postes de direction. Je vous souhaite une excellente soirée et de très bons échanges. Madame Agnès Pannier-Runacher, qui a créé le Conseil à la mixité et à l'égalité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je remercie l'Alliance pour la mixité. Est-ce que vous voulez la réécouter? Madame Agnès Pannier-Runacher, donc, qui a créé le Conseil à la mixité et à l'égalité en 2019 et qui a mis en place une feuille de route en 5 points pour féminiser les métiers de l'industrie. Donc, nous étions très contents de pouvoir l'accueillir par vidéo. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Thierry Watelet, qui va animer la première partie. Donc, Thierry Watelet a été rédacteur en chef à RTL et à France Télévisions. C'est un orateur, un journaliste, un formateur, un conteur aussi, quelquefois. Il coach des dirigeants d'entreprises sur la prise de parole. Il nous a accompagnés tout au cours de la préparation de l'événement avec énormément de générosité. Et il nous a également insufflé des perspectives et de la hauteur. Donc, un grand merci Thierry pour votre aide à la préparation. Une phrase illustre son engagement et son talent. Je vais vous la lire. Je vous accompagne là où la parole est utile, requise, puissante. Vous comprenez pourquoi il ne pouvait être qu'avec nous ce soir. Thierry. Mesdames et messieurs qui êtes installés à Paris, mesdames et messieurs qui nous suivez en ligne, mesdames et messieurs qui êtes ici à Lyon, belle soirée à vous tous. Corinne, vous évoquiez à l'instant une citation qui démarrait juste par le mot « égalité ». L'égalité, c'est d'abord une notion mathématique, c'est une notion quasi mécanique. La vie s'en accommode-t-elle? Ne s'accommoderait-elle pas mieux de 3 verbes? Estimer, reconnaître, considérer. Considérer l'autre dans son existence, reconnaître l'autre dans sa différence, estimer l'autre dans son intégrité, à partir de quoi la différence provoque la préférence et la préférence permet la complexité nouvelle. Toutes les uniformités appauvrissent. L'uniformité, c'est une lassitude, c'est une fatigue, c'est un exemple de routine. L'uniformité, c'est juste ce qui n'a jamais d'histoire. Tandis que lorsque vous mettez de la dissemblance m'oblige à m'émerveiller de la complémentarité inattendue de l'autre. La dissemblance m'oblige également au respect, à l'écoute, à l'attention. La dissemblance également m'oblige aussi, tout simplement, à pouvoir inviter l'autre, dans toutes ses différences, à prendre la parole, à prendre sa fonction, à prendre ses responsabilités. Avec la dissemblance, avec la différence, il y a un coût et il y a un bénéfice. Le coût, dès que vous mettez de la différence dans une organisation, vous allez provoquer du brouillon, du désordre, une sorte de petit chaos, d'où nécessairement viendra une possibilité créatrice nouvelle, une intelligence nouvelle. La dissonance, c'est de l'intelligence nouvelle. C'est une possibilité de création, c'est une possibilité de performance supplémentaire. Vous passez du je au nous. Et c'est exactement le chemin qu'ont pris à la fois Clara et Gonzague, lorsque ensemble, Clara Guémard et Gonzague de Blinière, lorsque ensemble ils ont constitué leur entreprise, ils le disent dès le début du chemin. Nous avons renoncé au « je » et nous avons choisi le « nous », leur témoignage.
Bonjour, je m'appelle Gonzague de Blinière et nous sommes ravis de participer aux évidences de l'âme. Bonjour, je m'appelle Clara Guémard. Avec Gonzague de Blinière, on a fondé Raise. Alors la parité, la mixité, avant de parler de mixité, on va parler de parité. Un des plus grands avantages de la parité, c'est quand on est deux, on ne peut pas dire « je ». Donc ici, chez Raise, dès le départ, nous avons décidé d'être deux, bien sûr, en un homme, une femme. Mais le fait d'être deux, la première chose que je dirais, c'est que ça nous oblige de dire « nous » et non pas « je ». Et pour nous, c'est fondamental, parce que le collectif est fondamental chez Raise. La parité, pour nous, c'était l'idée que quand on gouverne à deux, on est obligé de dialoguer et on instaure le dialogue dans l'entreprise. Et c'était aussi une manière de répondre à la question de la diversité et de la mixité, puisque aujourd'hui, chez Raise, il y a autant d'investisseuses que d'investisseurs à tous les échelons. Et le management est toujours en binôme. Et c'est ce qui permet de faire que chaque personne existe en tant que telle. Et c'est pas ni son âge, ni ses origines, ni sa culture, ni son sexe bien sûr qui est déterminant, mais ce qu'elle est et ce qu'elle apporte à l'entreprise. Et on essaye non pas d'être exemplaire, mais d'être un exemple vis-à-vis de nos participations. Quand nous arrivons devant des investissements et que nous arrivons à deux, un homme, une femme, on essaye de démontrer que quand on est en face d'un comité de direction, il n'y a que des hommes, il manque peut-être quelque chose. Et donc, on essaye de partager cette conviction avec l'ensemble de nos participations, sachant que dans le monde de la finance, c'était soi-disant très difficile, mais finalement, ça s'est fait tout naturellement. On essaye de donc diffuser cette raison d'être sur la parité et la mixité au sein de nos investissements, et ça, c'est vraiment sympa. Et voilà le sujet de ce soir. Lorsque vous mettez de la mixité dans la gouvernance d'une entreprise, l'entreprise s'en porte-t-elle mieux? C'est la question à laquelle vos intervenants ce soir vont répondre. 3 intervenants ici à Lyon, un intervenant également à Paris. Je vous les présente tout d'abord avec nous, Madame Bénédicte Durand-Deloche. Merci beaucoup, Madame, d'être avec nous, directeur général d'Alteora. Madame Mylène Franceschi, déléguée régionale du groupe La Poste pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous. Monsieur Jérôme Bouquet, directeur du marketing commercial à BPI France. Et puis également en direct à Paris avec nous, monsieur Bertrand Poupard-Lafarge. J'espère, monsieur, que vous nous entendez bien et que vous nous comprenez bien. Vous êtes directeur financier d'AXA France. Merci à tous les 4 d'être présents. Bénédicte Durand-Laroche, je démarre si vous le voulez bien avec vous. Je le disais, vous dirigez Alteora depuis 6 ans. Alteora, c'est une entreprise qui est dans l'industrie. Elle compose, elle fabrique à façon des pièces en matériaux composites et ce sont des pièces sur mesure. Vos convictions sont très claires, bien affirmées. La mixité doit être là et la mixité, presque pour vous, ce n'est pas un sujet. La diversité, en revanche, en est une. Comment composez-vous, travaillez-vous au niveau de la gouvernance avec ces 2 concepts? Alors bonsoir à tous, merci pour cette brève présentation. Alors déjà peut-être juste pour resituer, donc moi je dirige un groupe industriel familial avec une petite particularité, c'est qu'on est coté en bourse. Je démarre par ça parce que quand on parle de gouvernance, pour moi c'est important. La gouvernance, évidemment, le premier étage de la gouvernance, notamment quand on est coté et qu'on est une société sous forme de SA, c'est le conseil d'administration. Donc depuis que je suis arrivée, j'ai étoffé mon conseil d'administration de femmes, puisqu'évidemment c'était un joli conseil d'hommes d'un certain âge, très sympa, très très sympa, mais néanmoins ça manquait un peu de jeunesse et ça manquait un peu de femmes. Donc on a remédié à ça, et dans cette gouvernance, moi ce qui m'intéresse, et vraiment, enfin, régulièrement je vous parlerai de porosité, de différence, de diversité, etc., c'est notamment d'avoir des administratrices indépendantes. Alors le marché sur lequel je suis cotée ne m'oblige pas aujourd'hui à avoir 40% de femmes administratrices. Néanmoins, je me suis soumise à cette obligation parce que ces femmes-là, je les ai rencontrées et que j'ai vite vu en fait ce qu'elles pouvaient apporter au sein du conseil. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Important, et c'est vrai que le rôle d'un conseil d'administration, mais ce n'est pas la thématique ce soir, est également pour moi extrêmement nécessaire. Le deuxième étage, alors on l'appelle CODIR, COMEX, on l'appelle comme on veut. Même chose, je suis arrivée évidemment déjà une femme
à la tête du groupe. Bon, alors pas de chance, hein, c'est une entreprise familiale, donc c'est tombé sur moi. Mais je dis ça en souriant, mais pour moi déjà, c'est important parce que ça n'a jamais été un problème pour moi. Bien évidemment, comme certainement beaucoup d'entre vous, alors c'est vrai qu'on se faisait un petit clin d'œil ce soir en préparant. Il y a beaucoup de femmes ce soir dans l'Assemblée. Il y a quelques hommes, mais ça serait voilà, la mixité et l'égalité, ça serait bien aussi dans l'auditoire. Petit aparté. Donc pour moi, ça n'a jamais été un problème et c'est vrai que ça fait partie de l'éducation et l'éducation que j'ai reçue. Et donc, peu importe, je recrute des compétences, je recrute des talents. Et ça, c'est vrai à tous les étages de l'entreprise. Mais néanmoins, ce n'est pas la situation du groupe industriel quand je l'ai repris il y a 6 ans. Il n'y avait pas de femmes dans les usines, il n'y avait pas de femmes qui pilotaient les usines, il n'y avait pas de femmes au bureau d'études, donc pas de femmes ingénieurs, etc. Donc je ne vous parle pas du COMEX. Aujourd'hui, le COMEX, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. L'ensemble de l'entreprise, c'est 40% de femmes. On a un index égalité hommes-femmes. Je suis ambassadrice à Cannes-Sophie, Panseri qui est là. C'est 94 sur 100. Vous avez eu des difficultés pour les faire venir, ces 40% de femmes? Alors non, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise et qu'on est très ouvert là-dessus. Et juste une chose, c'est qu'on fonctionne en comité de direction, en processus délégué. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui pilote le comité de direction, c'est eux qui font l'heure du jour, c'est eux qui décident, et moi, j'interviens uniquement s'il y a des choses à trancher qui n'ont pas été tranchées par le collectif. Alors, ça se traduit comment, ça? C'est eux qui décident de toute la stratégie? C'est eux qui décident de la stratégie, ils sont accompagnés. Et vous l'apprenez comment, cette stratégie? Vous-même, vous l'apprenez comment? Alors, parce qu'en effet, on a partagé ça lors de l'échange. Tous les ans, en fait, ils sont coachés pour un séminaire. Donc, c'est là où la stratégie et le plan stratégique, en fait, du groupe sont réfléchis, décidés, etc. Et je le découvre en même temps que l'ensemble des collaborateurs qui sont au séminaire. Donc, ils sont accompagnés. Et donc là, je suis vraiment en totale confiance et en totale autonomie de mes équipes. Alors, évidemment, il y a des sujets sur lesquels je les ai guidés au préalable, mais sur la manière de faire, sur la manière de le conduire, sur ce qui va devenir derrière, ce qui va se transformer en fait d'une idée derrière, ce qui va se transformer en opérationnel, c'est eux qui le font. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Je note donc que vous êtes passé, je vais dire, d'une gouvernance monochrome à une gouvernance arc-en-ciel, mais plus que cela, non seulement l'arc-en-ciel, mais la confiance. Et à partir de là, vous gardez bien sûr, tout le périmètre de vos décisions. Néanmoins, les stratégies ou la stratégie de l'entreprise, c'est quand même le COMEX qui décide et qui vous la présente. Merci beaucoup pour ce témoignage. Jérôme Bouquet, vous êtes directeur marketing et commercial BPI France. Votre mission, c'est d'accompagner les entreprises. Alors, par du financement bancaire, par du fonds propre, par de l'accompagnement en formation également. Voici ma question. Avantage, selon vous, de la mixité dans la gouvernance d'une entreprise? Alors on accompagne les entreprises depuis 2015. C'est un nouveau volet de l'activité de BPI France. Et ce que l'on a constaté vraiment sur les entreprises en situation de mixité, avec une dirigeante ou avec un comité de direction mixte, c'est qu'il y a une plus grosse appétence à tout ce qui est innovation et tout ce qui est international. En fait, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, on bouillonne un peu plus, on bouge, on casse un peu les codes et on va de l'avant. Je vais prendre pour exemple, on en a parlé tout à l'heure en aparté, mais d'une entreprise, on va dire qu'elle est dirigée par Alexandra, comme ça restera anonyme, et qui a repris en fait cette entreprise avec son frère. Elle l'a reprise en succession de son père, et cette entreprise était ultra franco-française. Et c'est elle qui vraiment a été le booster, c'est elle qui s'est intéressée à ce marché qui était pas très loin, parce qu'en fait elle est allée d'abord en Europe, là elle va attaquer un petit peu plus loin maintenant. Mais c'est vraiment ce moteur-là, et elle le dit elle-même, je ne sais pas si son frère ça lui fait plaisir, mais en fait son frère était plus conservateur.
Donc c'est le premier point. Deuxième point également, c'est que sur l'innovation, elle fait de l'innovation produit parce que là aussi, elle casse les codes, quoi, en fait. Et je prends ce simple exemple-là, mais on le retrouve dans bien d'autres entreprises où en fait la gouvernance, on a une gouvernance, on va dire, qui ronronne un peu quand elle est, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand elle est ultra masculine et elle bouge un peu plus quand elle est mixte. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'imagine que des personnes comme Madame Bénédicte Durand-Deloche à la tête d'une entreprise, c'est encore trop rare, nous sommes d'accord, mais vous-même, comment faites-vous à la BPI pour inviter les jeunes femmes à prendre ces responsabilités, à leur donner confiance, finalement à s'y voir et à s'y croire ? Alors je confirme, c'est encore trop rare, surtout quand on focalise sur les entreprises de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à ETI. On est vraiment dans une tranche d'entreprise où c'est difficile de trouver des dirigeantes, clairement. Comment on agit ? On a deux leviers. Là, on est moins mixte, en fait, dans notre approche. C'est d'abord, on parle aux dirigeants masculins et ensuite, on donne envie à des femmes de reprendre des entreprises. La transmission, c'est vraiment un levier très important parce que, en fait, la création, c'est un sujet intéressant qui est plutôt bien travaillé, mais entre une entreprise créée et une entreprise qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il se passe un petit peu de temps. Donc, si on veut aller vite, c'est vraiment jouer sur la transmission, et je pense que vous en êtes aussi un exemple, de mettre tout de suite des femmes en position de reprendre une entreprise. Donc, le premier levier, c'est de donner envie à des femmes de reprendre des entreprises et de faire des formations un peu plus spécifiques à un public de femmes. Nous, on s'adresse à des femmes gérantes aussi. Donc, c'est le premier levier. Second levier, c'est le chef d'entreprise mâle, non mixte. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais voilà. Donc là, on va avoir deux choses. C'est qu'un, on va, nous, BPI France, tenter au maximum de mettre des rôles modèles et des femmes de chefs d'entreprise. Deuxième élément, c'est que nous, on veille à une parité stricte sur les consultants qu'on envoie dans les entreprises. Et donc, ça va être un coup sur deux, un homme ou une femme qui va donner les conseils et qui va donner de l'impulsion. Et on pense que ça change quand même l'état d'esprit du dirigeant. L'image change du coup. Mylène Franceschi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes déléguée régionale du groupe La Poste pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes chez vous, ici. La région, c'est quand même 22 000 postiers. 22 000 postiers, vous n'êtes pas en contact directement avec eux, mais avec les directions. Et vous avez avec vous une équipe d'une vingtaine de personnes. Auriez-vous un conseil pour BPI France ? Juste un conseil ? Alors, pas un conseil, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire qu'il faut être volontariste, il faut anticiper. Et je voudrais juste souligner un autre point. Je pense qu'il faut accompagner. Alors, il faut accompagner les femmes lorsqu'elles disent oui, parce que ce n'est que le début du chemin. Elles vont avoir à gérer beaucoup de choses, la vie personnelle, la vie professionnelle, etc. Mais il faut accompagner aussi les femmes qui disent non. Non, je ne prends pas un poste à ce moment-là, je ne prends pas une entreprise à ce moment-là. Si elles ont été topées comme étant un potentiel, elles disent peut-être non parce que les planètes ne sont pas alignées, mais demain, elles le seront. Et ce n'est pas parce qu'elles disent non qu'il faut les lâcher, il faut vraiment les accompagner. Merci beaucoup. Même question, Bénédicte Durand-Deloche, pardon. Le conseil pour moi, c'est de laisser les femmes être des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce monde-là, on est toutes, à un moment donné, on peut être toutes tentées de prendre des codes très masculins. Et au fur et à mesure des années, on voit que finalement, notre différence, elle est importante. On a plus d'émotions, voilà, on peut parfois être plus sensible. Et tout ça, il faut laisser l'exprimer. Nous allons y venir avec Monsieur Poupart-Lafarge. Je ne vous oublie pas, Monsieur Poupart-Lafarge. Je viens vers vous dans un instant. Madame Franceschi, lorsque vous avez vu le thème de cette table ronde, tout de suite vous êtes allé voir les études. Et elles vous disent, oui, une entreprise avec gouvernance mixte est largement plus performante que toutes les autres.
Alors oui, tout à fait, les études montrent bien que la gouvernance mixte permet d'améliorer beaucoup de choses, la prise de décision, la compréhension de la clientèle, parce que la clientèle, c'est une clientèle souvent faite de diversité, mais aussi les collaborateurs, etc., etc. Mais on peut aussi lire des études contradictoires. Alors il y a un préalable. C'est Rosabeth Kanter qui nous a donné les clés de lecture, parce qu'elle a théorisé la sortie de la nomination alibi. Effectivement, si on nomme une femme dans un conseil de direction ou d'administration, cette femme va pouvoir prendre des comportements d'homme pour essayer justement de faire écho à ce qu'elle a en face d'elle. Et de toute façon, quand elle votera, elle ne sera jamais majoritaire. Donc, on estime à peu près à 35% la taille minimale de ce que doit être la représentation dans un conseil de direction, d'administration, de COMEX, des femmes, pour que ça ait un effet. Et là, on a un effet qui est totalement mesuré. Une étude faite sur le CAC 40, sur les entreprises du CAC 40, qui a fait la différence entre oui, il y a 35%, non, il n'y a pas 35%. Et là, les chiffres sont sans appel. Effectivement, je vais en citer un, peut-être, sur la croissance. Les entreprises qui avaient plus de 35% de femmes dans les effectifs ont une croissance de 23%. Celles qui n'avaient pas 35% ont une croissance de 14%. Et ça, c'est vrai sur chacun des indicateurs qui ont été mesurés. Et vous-même, quand on voit votre expérience, vous avez connu également des codires monochromes et puis d'autres beaucoup plus mixtes. Donnez-nous votre expérience. Ça donne quoi à l'arrivée quand on compare? Alors, je vais vous parler des codires mixtes. Alors, moi, j'ai eu à gérer plusieurs situations, et notamment des situations de crise. Alors, on parle de la crise du Covid, mais je ne pense pas à celle-ci. Et on dit que les femmes, parce qu'elles ont des comportements différents dans les organisations, et notamment par rapport à la prise de risque, par rapport au management, etc., apportent des choses différentes. Alors, mon expérience, c'est effectivement le cas. J'ai eu à gérer une situation de crise où, alors, à Montpellier, vous voyez, on a été pendant 3 jours complètement bloqués par la neige. Et je gérais une unité d'à peu près 500 personnes. Eh bien, les hommes et les femmes, dans cette situation de crise, lorsqu'on s'est mis en cellule de crise, n'ont pas du tout regardé les mêmes choses. Les femmes commençaient à se dire « oui, mais on a des personnes handicapées, il faut anticiper, il faut prendre des hôtels au cas où ça dure », et ça a duré, mais on ne le savait pas. Et quand on a vraiment été complètement presque dépassé par la situation, les hommes ont commencé à dire « mais est-ce que chez nos collègues, on ne peut pas trouver des chaînes pour aller rapatrier et amener des personnes ?» Voilà. Donc, ils n'ont pas du tout eu les mêmes réflexes, mais ça a été extrêmement complémentaire. Alors, ça peut paraître cliché, mais je peux vous assurer que quand on est dans une situation de crise et qu'on a des gens qui trouvent des solutions très différentes, c'est extrêmement utile. Un autre exemple, j'avais des personnes plutôt femmes qui venaient d'horizons très différents, qui étaient vraiment très engagées dans un management collaboratif. Et j'avais des hommes plus historiques qui étaient là depuis plus longtemps, qui voyaient ça avec quelques réserves. Mais finalement, c'était intéressant qu'ils émettent ces réserves, parce qu'ils nous ont permis de mieux nous adapter à la population qui était ciblée. Parce que finalement, les collaborateurs, eux, étaient plutôt des collaborateurs historiques. Et donc le fait de se dire, attention, peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite, peut-être qu'il faut écouter, peut-être qu'il faut prendre en considération, ça nous a permis finalement de prendre des décisions extrêmement efficaces. Merci beaucoup pour vos 2 exemples. Monsieur Poupart-Lafarge, vous êtes avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur financier d'AXA. 25 ans chez AXA, vous avez connu beaucoup de choses en Grande-Bretagne et également le COMEX actuel. Parlez-nous du COMEX actuel d'AXA. Il est mixte ou pas? Dites-moi la proportion d'abord, un chiffre. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Alors effectivement, autour du directeur général d'AXA France, on a un comité exécutif qui est 100% mixte, qui est à 50-50. Votre expérience à présent, je disais, vous avez connu plusieurs CODIR en Grande-Bretagne, par exemple, mais également en France. Voici une question. Pardon, je vous en prie. Effectivement, en 25 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, d'avoir un comité exécutif mixte à 50% ou par ailleurs quasiment à 50%, si c'est pas le cas, à 50%, ça paraît une évidence. Alors, ça paraît une évidence, on le rappelait tout à l'heure, parce que déjà, dans une raison d'égalité, il est normal qu'on ait cette parité. Ensuite, on est une entreprise où on embauche autant de femmes que d'hommes. Et donc, en termes d'engagement des équipes et en termes d'engagement des jeunes femmes, quand elles regardent vers le haut, et on veut qu'elles soient aussi engagées que les hommes, il faut qu'elles aient la perception d'avoir autant de chances de pouvoir grimper dans l'entreprise que les hommes. Donc, à mon sens, c'est même pas, c'est une question, bien sûr, d'égalité première, et puis également une question d'efficacité, à la fois au niveau de l'efficacité des prises de décision au niveau des comités exécutifs, mais également dans l'engagement de l'ensemble des équipes au travers de l'organisation, à tous les niveaux de l'organisation. Madame Durand-Deloche nous disait tout à l'heure, il faut aussi que chaque genre puisse s'exprimer dans sa particularité. Lorsque vous étiez par exemple en Grande-Bretagne et que c'était une femme qui était à la tête du CODIR auquel vous participiez, y avait-il chez cette personne une audace, simplement d'avoir par exemple un magazine féminin avec soi? Vous l'avez vu ça ou pas? Et quel est le signal que cela donne? Non, tout à fait. Et je m'étais fait effectivement, on en avait discuté pendant la préparation de cette table ronde. Je m'étais fait la réflexion une fois où la directrice générale était une femme, était arrivée en comité exécutif avec un magazine féminin sous le bras. Et je m'étais dit, voilà, il y a quelques années, un homme arrivait avec un magazine de golf, pour pas être stéréotype. Personne ne se posait des questions. Et là, cette femme arrivait tout naturellement avec un magazine féminin. Et là non plus, personne ne se posait des questions. Mais ça montrait une évolution dans les mentalités. Et par rapport à un commentaire qui était fait tout à l'heure, c'est très important que chacun autour de la table puisse être lui-même et arrive avec sa personnalité complète et ne rentre pas dans la salle d'un comité exécutif en jouant un jeu ou en imitant un rôle qu'ils imaginent devoir jouer autour de cette table-là. Parce que sinon, on perd le bénéfice et la richesse de cette diversité. Et pour avoir cette richesse de diversité, il faut que chacun puisse se sentir inclus comme elle est et dans son entièreté et dans sa personnalité complète. J'aimerais qu'on approfondisse votre idée. Ma question, que faut-il comme attitude à chacun vis-à-vis de l'autre pour que l'autre se sente suffisamment libre, je viens sur le deuxième mot de la citation de Corinne tout à l'heure, suffisamment libre pour être soi? Quelle attitude? Dites-moi. Alors, chez AXA, on y va dans le concret, pas de la philosophie. Oui, non mais tout à fait. Mais il y a une démarche assez naturelle. Alors, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais il faut déjà un peu de bienveillance. Et de la bienveillance, de la curiosité et de l'intérêt d'opinions différentes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas dans l'autre de conforter sa propre opinion sur quelque chose, mais plutôt de la confronter avec d'autres opinions pour se faire grandir mutuellement. Alors tout ça, effectivement, c'est un peu théorique, mais c'est super important parce que si finalement dans la vie d'une autre personne, je cherche à me confronter sur ma propre opinion, ça va pas être très très difficile, mais ça va pas être non plus très innovant et on va pas trouver des solutions très différentes de ce qu'on aurait pu trouver si on était dans un cercle très restreint. Donc je pense que cette diversité ne prend que toute sa valeur à partir du moment où il y a une inclusion et que chacun se sente membre tel qu'il est et reconnu tel qu'il est. Une chose encore, Bertrand. Pardon. Oui. Poursuivez si vous avez.
Je poursuis avec vous. On est tout à fait d'accord. Je pense que j'interroge la suite de la table ronde dans un instant sur votre idée. Je pense que tout le monde sera d'accord. Mais voici ma question. Dans le recrutement que vous faites, homme-femme, il n'y a aucun diplôme pour les qualités que vous évoquez. Comment parvenez-vous à distinguer chez l'autre cette capacité précisément à permettre à l'autre de prendre finalement toute sa place, ce qu'il est, dans toutes les fonctions et dans toute la marche de l'entreprise? Mais alors, cette diversité, vous parliez des diplômes, c'est aussi un bon exemple. C'est-à-dire que la diversité dont on parle aujourd'hui, qui est la diversité de genre, et qui est très très important parce que on peut parler aussi des minorités, mais quand on parle de la diversité de genre, on ne parle pas de minorité, on parle juste de 50% de la population. Elle doit s'exprimer pas uniquement une diversité de genre, mais on ne va pas recruter les personnes qui ont toutes les mêmes diplômes, sinon elles vont aborder les problèmes toutes de la même façon. Il n'y aura pas de diversité là-dessus. Même chose sur les origines, que ce soit les origines ethniques, les origines sociales, que ce soit les orientations, que ce soit beaucoup de choses qui font cette diversité et qui font la richesse de l'entreprise. Mais pour pouvoir profiter justement de cette richesse, il faut que chacun puisse se sentir inclus avec sa propre diversité. Bien sûr au niveau du genre, mais également sur toutes les autres formes de diversité. Bertrand Poupart-Lafarge, merci beaucoup pour votre témoignage. La mixité ne suffit pas. Il faut aussi, nous dit Bertrand Poupart-Lafarge, il faut aussi une attitude. J'aimerais vous demander, dans vos domaines respectifs, y êtes-vous attentif? Est-ce que vraiment c'est un élément qui est important pour vous? Je démarre avec vous, Mylène Franceschi, dites-moi. Dites-nous. Sur l'attitude? Sur l'attitude, finalement, voilà. Oui. Alors, moi, je crois qu'il est important dans les entreprises de communiquer sur les propos sexistes. Parce que finalement, on s'aperçoit, il y a des petits tests qui existent, et quand on les fait, on s'aperçoit que nous-mêmes, parfois, on porte des propos sexistes parce que c'est dans notre culture, parce que, voilà, on s'en aperçoit même pas. Et donc, de prendre conscience de cela, donc de travailler au sein des entreprises, de poser cela comme important, ça permet de préparer tout le reste. Et surtout l'avenir par rapport aux futures générations. Donc je crois que poser ce sujet est important. Chez BPI France, très concrètement, qu'avez-vous fait? Que dites-vous éventuellement? Quel message portez-vous? Alors là, oui, je vais parler plus en interne sur l'organisation BPI France. Bon, moi, ça fait 15 ans que j'y suis. C'est une organisation qui a beaucoup évolué. On était 800, on est 3500 aujourd'hui quand je suis rentré. Mais c'est vrai que en fait, on a eu une attitude très volontariste de mettre en position de management des femmes. Et quand on avait échangé, je vous avais cité un exemple, mais on n'avait jamais eu de cas de femmes enceintes, managers. Et en fait, je pense qu'avant ce cas-là, on se disait que c'était pas possible. Et en fait, on s'aperçoit que tout est possible, que l'organisation s'est pas effondrée, que on a travaillé autrement, et que en plus cette pionnière, je pense qu'elle est quand je parle de la pionnière, c'est la première qui a été en position de management et enceinte. Je pense que c'est une belle carrière qui s'offre devant elle et qu'elle a ouvert aussi des chemins. Donc ça, c'est très important. Je vais rebondir sur les propos sexistes. Je suis néanmoins convaincu que plus on est à 50-50, moins il y en a des propos sexistes. Et je pense que nous, ça nous a fait aussi en interne, parce que le milieu bancaire est très masculin, ou l'était très, et on a maintenant une femme qui dirige la banque chez BPI France, donc ça change pas mal de choses. Bénédicte Durand-Deloche, même question. Alors moi, deux choses. Alors c'est sûr que des hommes enceints, pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais bon, on ne sait pas, le progrès, voilà. Le progrès ne s'arrête pas, donc ça arrivera peut-être un jour, vous verrez cette joie. Non, et la blague là-dessus, alors deux choses pour réagir aux propos de M. Poupart-Lafarge auquel j'abonde complètement. Pour moi, c'est l'authenticité en fait et la sincérité qu'on a dans les relations qui sont extrêmement importants. Et c'est ça en fait pour moi le dénominateur, et qui va se retrouver en fait dans les valeurs des gens qu'on recrute, quel que soit le sexe. En fait, c'est finalement voilà, est-ce que tous les collaborateurs que je recrute sont en capacité de voir l'entreprise telle qu'elle est avec sa diversité? Les sujets d'inclusion sont évidemment très importants, et j'ai rebondi pas mal de fois là-dessus quand on a préparé cette soirée.
Dire la mixité, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la société soit diverse et l'inclusion est pour moi absolument indispensable. Et je mettais en petite note en parallèle de ce soir, la diversité pour moi c'est l'âme de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous quatre. Monsieur Poupart-Lafarge, je terminerai avec vous. Ma question, elle est assez simple. Je ne sais pas trop comment la formuler. Un conseil, une recommandation, mais j'aimerais quelque chose de pratique. Ce moment-ci sera visionné en replay. Et ce que j'aimerais, c'est que tous les chefs d'entreprise, quel que soit leur genre, puissent bénéficier de ce que vous allez dire maintenant. Une chose pratique, dans l'attitude, dans la gouvernance, dans la structure de l'entreprise, qui permettent d'avancer plus vite. Vous êtes prêts? Je commence ici. Madame Bénédicte Durand-Deloche. Pour moi, c'est que la gouvernance, c'est pas qu'une histoire de femmes, c'est une histoire d'hommes avec un grand H et avec un petit H. Merci beaucoup. Monsieur Bouquet. L'aspect très pratique, c'est qu'il faut mesurer, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on fait. Merci beaucoup. Mylène Francischi. La gouvernance, c'est à tous les niveaux, du COMEX jusqu'au plus petit établissement. À tous les niveaux. Bertrand Poupart-Lafarge, de votre côté. Alors, moi je dirais all of the above, pour prendre ce qu'ont dit mes prédécesseurs sur le sujet, mais je rajouterais peut-être une chose, c'est que au niveau de la gouvernance et au niveau de la mixité, c'est pas qu'une chose qui soit un sujet d'égalité, mais c'est aussi un sujet d'efficacité et de performance. Merci beaucoup à tous les quatre. Mesdames et messieurs, Paris comme Lyon, je vais vous demander d'applaudir vos intervenants. Merci beaucoup. Et si vous le voulez bien, nous allons élargir notre angle de vue. Nous allons partir au MEDEF. Nous allons aller rejoindre à Paris Monsieur Patrick Bertrand. Merci beaucoup d'être avec nous. On aimerait entendre votre point de vue. Vous êtes en effet président du comité gouvernance des entreprises au MEDEF. Dites-nous, d'abord au MEDEF, mixité, ça donne quoi, Patrick Bertrand ? Oh, votre micro. Alors, on a un petit souci de micro. Oui, prenez celui, mais n'hésitez pas. Celui de Monsieur Poupart-Lafarge, ça marchera bien. Et là, c'est mieux? Ah, c'est mieux, c'est le micro de l'élève. C'est bon, ça marche. Oui. Bonsoir d'abord et merci pour cette invitation. Je regrette de ne pas être avec vous physiquement à Lyon, mais on a un petit signe de Lyon et de la région ici, parce qu'il y a des petits paquets des chocolats voisins, qui est une magnifique entreprise de la région Rhône-Alpes. Alors, au niveau du MEDEF, ça a été... Madame la ministre tout à l'heure parlait de la grande cause du quinquennat, c'est aussi une grande cause du mandat de Geoffroy Roux de Bézieux, donc il y a eu une accélération extrêmement forte, une parité au niveau des COMEX, faire en sorte qu'il y ait des présidents et présidentes de MEDEF régionaux. Alors il faut savoir en France qu'il y a entre guillemets mais c'est déjà pas mal, j'étais étonné du chiffre, 30% de femmes dirigeantes d'entreprise, donc il faut qu'on arrive, et c'est l'objectif qu'on s'est donné, d'avoir à minima 30% de femmes en responsabilité au niveau des MEDEF régionaux. On a créé le réseau femmes du MEDEF, qui est remarquablement piloté par Dominique Carlac, qui est en plus porte-parole du MEDEF. Donc pour nous, c'est un athlète de haut niveau. Ouais, absolument. C'est un point tout à fait essentiel, mais au-delà des discours, je veux bien aller plus loin. Je sais pas, vous avez peut-être d'autres questions à me poser, mais je veux bien aller plus loin là-dessus parce que le débat auquel on vient d'assister. Je vous laisse parler, Patrick Bertrand. Ma question est la suivante. Quel est votre point de vue ou le point de vue du MEDEF sur cette mixité à installer systématiquement à la gouvernance des entreprises? Je vous laisse aller. Le point de vue, d'une certaine façon, il a été donné tout à l'heure. J'ai souvent l'occasion de dire que on peut croire en la vertu humaine, c'est-à-dire la conviction qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait autant de différences dans le monde économique, notamment entre hommes et femmes, mais allons un peu plus vers le pragmatisme, parce que la vertu humaine, quelquefois, elle a du mal à dépasser les intérêts d'entreprise. Et quand on entend ce qui a été dit tout à l'heure, auquel je peux rajouter un ou deux points, les études absolument remarquables, notamment il y en a une qui est sortie aux États-Unis, j'étais absolument bluffé de l'écart de performance financière, le fameux EBITDA, entre des sociétés à mixité avérée et d'autres non. Lorsque l'on voit la lame de fond qui existe, et Dieu sait si aujourd'hui le risque réputationnel est un point bien plus important que le risque juridique. Lame de fond, guerre des talents,
Ah bon, guerre des talents. Cette guerre des talents, elle ne se résoudra pas uniquement par une logique salariale, elle se résoudra par le fait qu'on montre une attention à ce sujet de mixité, de climat aussi, parce qu'il y a plein d'autres sujets. Et comme ça, on pourra attirer des talents femmes et on pourra résoudre une partie de sa question de recrutement. Le sujet de l'investissement, ça a été très bien évoqué tout à l'heure par la BPI. Aujourd'hui, mais très clairement, tous les fonds d'investissement, lorsque vous déposez un dossier pour une levée de fonds, pour une demande de crédit, etc., vont vous interroger sur votre stratégie et votre politique effective en matière de mixité et de parité. C'est la même chose auprès des clients. Donc la pression aujourd'hui de la réalité du terrain, de l'économie tout simplement, fait qu'un dirigeant d'entreprise, qu'il y croit ou qu'il y croit pas au sens de son humanité, alors qu'il devrait en premier lieu y croire au sens de son humanité, eh bien s'il veut diriger correctement son entreprise et avoir une entreprise performante, capable de recruter, de lever des fonds, d'avoir des clients et de développer une image et une réputation de qualité, eh bien il faut qu'il y aille. Donc c'est pour moi le point tout à fait essentiel et de ce point de vue-là extrêmement optimiste. Parce que c'est une véritable lame de fond. Alors après, on sait bien qu'il y a un certain nombre de biais à adresser, mais je ne veux pas être trop long et comme je sais que vous avez d'autres questions. J'en ai une toute dernière et s'il vous plaît, pourriez-vous simplement en quelques mots y répondre? Le temps nous est compté aussi. Que diriez-vous ou que dites-vous à vos chefs d'entreprise sur ce point-là? Comment le MEDEF encourage-t-il à accélérer la cadence, à aller plus vite encore, faire en sorte que, non pas nous rattrapions 20 siècles où nous nous sommes séparés de la moitié de l'humanité, mais où vraiment ce 21e siècle soit différent, avec une signature complète? C'est un combat de tous les jours, ce que nous faisons notamment avec des webinaires et des actions effectives sur le terrain au sein du MEDEF. C'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat aussi de communication, je l'évoquais tout à l'heure. Et on n'est pas tout seul pour les raisons évoquées. Un dirigeant d'entreprise qui n'intègre pas ces éléments-là, de façon certaine, son entreprise ne générera pas la performance attendue. Donc pour moi, le point est tout à fait précis et encore une fois me rend très optimiste, pas parce que j'ai un tempérament optimiste, mais parce que la réalité du terrain est là. Je voudrais juste rajouter un petit point qu'on pourrait compléter. Alors c'est vrai que je suis à l'AM, l'association mixité pour l'entreprise, dans ce qui a été mis en place et ce qu'évoquait tout à l'heure Madame la secrétaire d'État, il y a quand même deux points majeurs qui sont oubliés sur lesquels il faut qu'on soit beaucoup plus acting. Le premier élément, c'est qu'une fois de plus, et encore en France, on parle des entreprises. Il y a 6 millions et demi de salariés en France qui relèvent du secteur public, of which probablement 50% de femmes, 50% d'hommes. Alors là, on dit c'est la grande cause du quinquennat, mais il n'y a rien. Pas de loi, enfin, il n'y a rien. J'exagère un petit peu, mais enfin, en tout cas, par rapport à ce qui est imposé aux entreprises, alors que ce n'est pas les entreprises, on parle aux employeurs. C'est une chance aussi pour les femmes qui exercent à l'intérieur du secteur public de pouvoir agir et prendre un rôle. Et puis la deuxième chose, il y avait un grand absent dans ce débat, c'est le ministère de l'Éducation, l'éducation au sens large. Les biais au niveau de l'école, j'en ai vécu un encore il y a une dizaine de jours, sont juste incroyables. Donc il y a un travail absolument considérable qui pourrait d'ailleurs peut-être passer par des quotas, why not? Je suis pas un dingue des quotas, mais why not? De dire, mais c'est totalement anormal, je viens du monde du numérique, enfin c'est incroyable, il n'y a plus de métier genré aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de métier aujourd'hui qui nécessite de la force physique. J'ai été la semaine dernière dans une entreprise qui crée des exosquelettes, même la force physique aujourd'hui, elle s'efface dans les métiers existants. Donc il y a un travail considérable à faire au niveau du monde de l'éducation et de la formation. Et, by the way, des parents. Merci beaucoup pour ce point de vue que vous nous avez donné. Patrick Bertrand, on peut vous applaudir à Paris comme à Lyon. C'était fait à Paris, Merci. Que retenir de tout cela? D'abord que c'est une aventure individuelle. C'est d'abord un état d'esprit individuel. Vos intervenants vous l'ont dit. Ensuite, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est au niveau le plus élevé comme au niveau le plus bas, si vous me permettez en tous les cas cet étagement-là. Ensuite, ce sont des effets ricochets. On ne connaît pas trop les causes, mais on voit bien les conséquences. Et ici, le point de vue du MEDEF nous dit, techniquement,
Si vous voulez vraiment être plus performant que la concurrence, il va falloir inviter la mixité. Et M. Poupart-Lafarge ajoutait, cette mixité ne sert à rien dès lors que vous ne l'invitez pas, dès lors que vous ne lui donnez pas la parole, que vous ne la reconnaissez pas, qu'elle n'est pas libre de pouvoir s'exprimer. Voilà où nous en sommes ici à Lyon. Corinne, au moment où vous allez reprendre de votre côté, voici la question que je vous pose. Dans le monde physique, on vient de voir, et dans le monde virtuel, lorsqu'on construit par exemple un logiciel, y a-t-il là des dangers pour que la mixité ne s'exprime pas, pour que les biais de nos robots nous ressemblent étrangement? Je vous remercie, cher Thierry, pour cet éclairage et surtout les mots justes de vos invités. Avant de poursuivre notre analyse dans le monde virtuel, partageons quelques mots avec notre hôte qui nous accueille ce soir à Paris, Monsieur Franck Philippe Georgin, secrétaire général du groupe Casino. Merci infiniment. Écoutez, je serai très long pour vous dire que nous sommes extrêmement honorés de vous accueillir ici au groupe Casino, de pouvoir participer modestement aux efforts au travers de la Fabrique, association qui est sponsor, qui nous aiguillonne dans nos activités et nos politiques en matière de diversité et d'égalité des chances. Et je voulais juste utiliser un événement qui s'est déroulé hier. Notre directrice générale exécutive de Franprix, Cécile Guillou, a reçu le prix de la femme d'influence économique. Et ça a été une fierté collective, une fierté du groupe, une fierté de Franprix, mais aussi du management. La détecter, fait grandir, donner des responsabilités, et donc qui au fond est un porte-parole, un étendard de toutes les femmes du groupe Casino pour accéder aux plus grandes responsabilités. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci de votre écoute, et puis je laisse ces travaux sur l'algorithme. En tout cas, merci encore une nouvelle fois. Merci aux organisateurs, aux organisatrices de cette soirée. Merci infiniment pour ces mots. Merci infiniment. Alors effectivement, poursuivons notre analyse de la gouvernance inclusive appliquée aux algorithmes. Et pour ceci, l'âme s'est penchée sur cette séquence, sur cette table ronde, et a fait appel à une spécialiste remarquable, Anne Biulac, qui va modérer cette séquence. Elle a accepté de venir le faire, exactement. Difficile de présenter Anne, son parcours est juste exceptionnel. C'est une spécialiste de ce domaine. La transformation digitale, la data, l'impact de l'IA sur les organisations dans les entreprises. Un parcours fabuleux d'experts en stratégie dans une maison de conseil, mais aussi au sein d'une start-up spécialisée en IA, extrêmement impliquée sur nos sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, avec un parcours actif au sein de réseaux, d'associations, je dirais depuis 20 ans, 25 ans. Ça doit être à peu près ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de modérer cette table ronde que je vous laisse présenter et partager avec vos invités. Merci Anne. Merci pour vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon, ça marche. Bon, je suis vraiment ravie de lancer cette table ronde sur un sujet vraiment très important parce qu'on le sait, en effet, l'IA devient une réalité un peu partout et j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants aussi remarquables et je vais essayer de le faire aussi remarquable que ce que j'ai reçu comme portrait pour dresser, pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer finalement dans ces processus de décision au sein de l'entreprise. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, alors je vais commencer puisqu'on a un homme, on n'est pas en mixité et en égalité sur cette table ronde, mais je pense que pour un sujet tel que celui-là où justement on voit que souvent la tech est pas très prise par les femmes, c'était important de venir en nombre. Voilà, donc Frédéric, désolé. Donc j'ai le plaisir en effet d'accueillir Frédéric Jiménez, donc qui est le CDO et le responsable de la Digital Factory de Total Energy, le nouveau nom de Total. Et cette Digital Factory a vocation à créer, à regrouper en fait des talents très très différents pour créer des solutions digitales au service de l'ensemble du groupe et aussi accélérer cette transformation digitale.
j'ai le plaisir aussi d'accueillir donc Alexandra Ruez, qui est executive partner et membre du COMEX d'IBM France et qui dirige les équipes business transformation chez IBM et qui a eu la charge de développer pas mal de projets, de les amener ce qu'on appelle à l'échelle dans des projets technologiques. Vous appelez les cognitive factories, qui sont donc véritablement comment on utilise la technologie pour transformer les entreprises. Et last but not least, et puis aussi, je veux rajouter que, en effet, Alexandra, vous êtes une fervente aussi supportrice de l'égalité au sein d'IBM, et on pourra en parler puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, ces éléments-là. Et donc Delphine, voilà, donc CEO de The Bureau, JFD, et puis aussi depuis 2019 présidente, c'est ça, du Global Entrepreneur Network pour la France. Donc vous aviez commencé, ou on se tutoie, donc je vais continuer, on va faire. Donc voilà, on se tutoie, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Donc tu avais commencé ta carrière chez EuroRSCG, chez IBM, donc également toujours dans la tech, et puis depuis 2012 création donc de The Bureau, et ensuite la JFD, je crois en 2012, qui avait donc vocation justement à connecter les femmes du digital, et en particulier le prix des Margaret, qui récompensait des entrepreneurs et des intrapreneurs à la fois en Europe et en Afrique, pour vraiment montrer l'impact du digital sur le monde. Et cette année, me semble-t-il, la parution d'un livre, elle change le monde. C'est ça, exactement. Donc avec des portraits justement de femmes inspirantes dans la technologie, pour montrer comment on est capable aussi d'attirer les jeunes générations. On en a parlé tout à l'heure, l'importance de l'éducation dans tout ça. Donc on va rentrer dans notre sujet, l'intelligence artificielle. Alors c'est un grand mot, on parle peut-être juste pour ceux qui en connaissent pas trop, on parle avant tout d'algorithmes auto-apprenants. Donc c'est ça qui fait un peu peur, c'est en effet des algorithmes qui sont finalement capables de se substituer aux hommes et aux femmes, et qui font pas simplement répéter des choses qu'on leur dit de faire, mais qui sont capables de prendre des décisions, de s'adapter à un certain contexte. Alors Alexandra, juste, on en parle beaucoup, voilà, on le voit partout, c'est un buzzword un peu dans toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, cette intelligence artificielle, qu'est-ce que ça change concrètement dans les entreprises, et en particulier sur ces processus de décision, parce qu'on voit bien que ça peut être un peu une angoisse de tout le monde. Alors, c'est quoi concrètement? Alors, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est une question extrêmement pertinente. Peut-être un mot d'abord pour rappeler ce qu'est l'IA. L'IA, c'est une nouvelle technologie, certes, qui est en constante évolution, mais à la différence des autres technologies classique, celle-ci est en effet donc pas programmée, elle est entraînée. Elle a besoin de l'homme pour se développer, pour être pertinente et performante. L'IA, c'est pas forcément un buzzword. On a certes connu ça il y a 20 ans avec les premières technologies qui sortaient des labs, et en effet, c'était rempli d'innovation, c'était génial, les premiers concepts. Mais aujourd'hui, on est véritablement dans du grand public, une utilisation concrète. Et je vais vous citer 3 exemples que j'ai eu auquel j'ai la chance de participer concrètement, en tant que femme aussi, un leader d'équipe. Le premier, c'est Orange Bank. Orange Bank, c'est formidable parce que c'est la première banque à la fois digitale et mobile, totalement disruptive. Orange Bank se sert de l'IA pour changer l'expérience client. Comment justement vous entrez en première interaction avec la banque? Vous allez la comprendre, vous allez comprendre ses services, vous allez vous équiper et vous allez recevoir des conseils personnalisés, parce que Anne n'est pas Alexandra, et réciproquement. Autre exemple, le Crédit Mutuel, qui utilise l'IA cette fois-ci pour transformer l'expérience du collaborateur en fournissant quelque part un super stagiaire, en augmentant le conseiller. Le conseiller, il a accès donc à un chatbot qui va lui fournir de l'information sur la meilleure des expertises qui est dans l'entreprise, mais aussi, pourquoi pas, lui permettre de se concentrer sur des tâches beaucoup moins fastidieuses. Par exemple, un email analyzer qui va traiter l'ensemble des emails entrants, quelque part les lire, les comprendre, préparer des éléments de réponse et permettre aux collaborateurs, donc en conseiller en agence, de se concentrer sur vous, de vous comprendre et à nouveau faire des propositions adaptées. On a également l'IA qui entre aussi de façon très concrète dans les processus, dans leur modernisation, dans leur automatisation. Alors là, pareil, 2 cas grand public, la SNCF, vous utilisez tous la SNCF, et parfois, il y a des petits bugs. Vous avez une réclamation à faire, vous allez utiliser le chatbot Tout Oui, qui va vous permettre donc d'entrer en relation avec la SNCF, de déposer
votre réclamation, de pouvoir la suivre, et puis aussi de transformer une expérience négative en expérience positive, puisque votre feedback va être reçu et va être traité derrière par les fonctions ad hoc. Autre exemple également, qui est pas simple, le Crédit Agricole CIB utilise l'IA dans la fonction d'analyse sur la conformité. Donc avant d'entrer en relation avec des nouveaux clients, des grandes entreprises, l'IA va être en capacité de lire en 3 minutes 20 un rapport de 100 pages. Il faut 2 heures à l'homme pour le faire. Donc là où je vais continuer, c'est que quelque part, c'est pas juste un buzzword, c'est véritablement aujourd'hui une réalité concrète, pratique, mais aussi c'est une collaboration homme-machine. C'est essentiel, je le redis, technologie qui est donc entraînée par l'homme pour servir l'homme et lui permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça qui est important aussi de souligner. Alors peut-être justement, Frédéric, à la Digital Factory, vous travaillez sur l'IA. Comment on fait justement, parce qu'on l'a vu, tous ces cas-là, on comprend bien, ça va donner des réponses, mais comment on s'assure qu'on va garantir une réponse qui soit équitable, qui soit vraie, qui soit finalement non biaisée? Est-ce que vous avez mis en place des procédures, des comités un peu pour suivre ces performances de l'intelligence artificielle, comme on ferait finalement pour n'importe quel collaborateur, puisque j'ai compris que finalement c'était un collaborateur comme un autre? Allô, allô. Si c'est bon. Pardon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, nous, on utilise effectivement beaucoup l'IA parce que dans le monde de l'énergie, on a énormément de données. Et Alexandra l'a dit, en fait, l'IA, ça apprend et ça apprend majoritairement sur des données. Donc, on en a beaucoup qui viennent de partout, de nos installations industrielles, de nos clients, de nos nouveaux métiers, de fermes solaires, éoliennes, etc. Donc on a des quantités énormes de données et donc on a un terrain de jeu magnifique pour l'intelligence artificielle. Par contre, nous, on fait beaucoup d'intelligence artificielle justement, alors c'est jamais pour remplacer l'humain, mais c'est toujours pour, on appelle l'augmenter, l'aider, et on oriente beaucoup nos travaux d'intelligence artificielle pour optimiser nos processus et activités, beaucoup industrielles ou commerciales. Fait assez peu d'IA autour d'ailleurs du monde RH et autres, donc j'en parlerai pas trop, mais je pense qu'il y en a d'autres qui en parleront à ma place. Mais on a les mêmes problématiques de s'assurer qu'effectivement l'IA est pertinente, puisque quand vous, par exemple, vous optimisez ou vous donnez des recommandations à un superviseur de forage qui est en pleine mer en train de forer et que sa tête de forage elle est 3-4 000 mètres sous terre et que l'IA lui dit attention, il y a des événements étonnants qui laisse à penser qu'il pourrait se passer quelque chose, j'arrêterai. Je peux vous dire que quand le gars il a 15 ans d'expérience, avant qu'il fasse confiance à une IA pour dire ça, il a besoin de la comprendre. Et donc, le maître mot, nous, c'est il faut donner confiance aux gens qui vont utiliser l'IA. Et pour ça, c'est une collaboration, effectivement, entre les gens qui développent et les gens qui ont le savoir. Et puis après, c'est aussi la capacité d'avoir des bonnes données. Il n'y a pas le début pour avoir une IA qui est fiable, entre guillemets, et non biaisée. C'est déjà que les données soient connues et soient de qualité. Je vais donner un exemple justement récent qui nous a mis quelques IA en difficulté, justement par les changements d'environnement qui n'étaient pas pris en compte dans les données. On a fait récemment un système qui donnait des recommandations aux vendeurs qui vendent des lubrifiants industriels. Donc c'est soit sur les prix, soit sur les typologies de produits qu'ils pouvaient vendre. Se basait sur les historiques de tout ce qu'on avait vendu depuis 7-8 ans dans le monde entier sur des lubrifiants industriels, sur tout type de machines, tout type d'engins. Super succès. Covid arrive. Prix des matières premières augmente. Comportement des industriels change. L'IA n'a jamais appris le Covid, n'a jamais appris cet environnement. Elle commence à dire beaucoup de bêtises. Et donc, effectivement, l'IA, pour qu'on ait confiance en elle, il lui faut des données fiables. Et quand les environnements changent, il faut qu'elle réapprenne, qu'on la réentraîne. Et donc là, on porte beaucoup d'attention, par exemple, sur le fait qu'on sait que toutes les IA qui ont été entraînées, qui vont avoir à gérer un environnement qui a beaucoup changé dans le monde du Covid, vont peut-être perdre de la pertinence et qu'il va falloir les réentraîner à intégrer ce changement qui a été le Covid dans nos opérations. Donc, beaucoup d'interactions avec l'humain pour avoir
sa confiance et des données de qualité. Alors Delphine, justement, on en arrive. C'est compliqué d'avoir une IA qui représente les femmes quand on sait que finalement il y a aussi beaucoup de données, il y a peu de données sur les femmes dans les historiques et dans ce qu'on apprend aussi. Donc en fait, comment les femmes peuvent être représentées par une IA si elles apprennent d'un passé finalement où elles étaient peu représentées. Mais après, la question qui m'intéresse aussi pour toi, Delphine, c'est est-ce que finalement l'IA est plus, l'intelligence artificielle est plus biaisée que l'intelligence humaine? Et est-ce que il y a plus de risques finalement avec ces nouvelles technologies en entreprise, de prendre des décisions biaisées que finalement, comme on l'a vu dans le passé, avec des comités de direction monochromes, si j'ai entendu la façon dont elles étaient décrites. Donc voilà, quel est ton point de vue sur ça? Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Beaucoup de choses dans ce que tu as dit, Anne, et merci pour l'invitation à Valérie Logier aussi, et à toi et au groupe Casino de nous recevoir. D'abord, juste pour revenir sur les femmes et l'intelligence artificielle, juste premier constat, le code est un langage et il se trouve que c'est une femme qui l'a créé, elle s'appelait Ada Lovelace, c'est elle qui a créé le premier algorithme. Donc rendons à Ada ce qui appartient à Ada avant de démarrer. Ensuite, les biais sont... Ensuite, l'intelligence artificielle ne crée pas, mais apprend de l'homme, comme a dit Alexandra, et on espère apprendre des femmes aussi, de l'homme avec un grand H, mais aussi des femmes. Les biais, donc dont on parle et de ce dont la question que tu poses, qui est ultra importante, les biais en fait sont des biais qui existent en dehors de l'intelligence artificielle et des algorithmes en fait. Les biais sont des raccourcis du cerveau que personne ne peut empêcher. Seule en fait la connaissance et la curiosité et d'apprendre qui fait que finalement un biais peut finalement s'arrêter. Mais en tout cas, ces biais, ils sont reproduits dans l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle n'est pas seule, existe pas seule, sans quelqu'un qui est aux manettes. D'où l'importance d'avoir aussi des femmes aux manettes de ces intelligences artificielles, parce que on parlait du XXe siècle et du XXIe siècle et de toutes ces entreprises qui aujourd'hui s'écrivent dans l'inégalité la plus totale si elles sont dirigées par des intelligences artificielles qui ne sont pensées que par des hommes avec des biais cognitifs qui sont des biais naturels dans lesquels on ne peut pas lutter. Les discriminations sont différentes. Et donc quand elles rentrent dans les algorithmes, alors les résultats sont assez dévastateurs. Et donc les programmeurs et les programmatrices vont réfléchir à l'autre partie qui est aussi les données, l'information qui leur est donnée. Et si ces informations, comme vous disiez tout à l'heure, Frédéric, ne sont pas justes, alors on va partir dans des choses qui ne sont pas réelles. Et donc, pour vous donner un exemple, c'est l'exemple d'un grand groupe de cosmétiques en France qui avait une problématique. Et pour vous dire aussi comment l'intelligence artificielle peut être vue aussi de façon positive et que c'est un allié aussi pour prendre les bonnes décisions. Ce grand groupe cosmétique avait remarqué qu'ils employaient principalement des femmes blondes aux yeux bleus âgées de 30 ans. Et donc ils se disaient mais enfin c'est pas possible. En fait là on est en train de complètement biaiser l'entreprise à l'inverse et il faut absolument qu'on rentre la diversité, la mixité. Et donc ils ont rentré l'intelligence artificielle dans leur service de recrutement pour pallier à ça et pour ramener finalement des décisions qui étaient biaisées de façon naturelle et qu'on ne pouvait pas empêcher, et utiliser l'intelligence à l'inverse pour réparer finalement ces biais humains. Alors là, ça m'amène peut-être à une question pour vous, Frédéric. On a sans doute besoin d'autres profils que purement
techniques finalement pour cette intelligence artificielle, pour reconstituer finalement, entraîner. C'est pas qu'une question de code de ce qu'on entend. Non, c'est pas qu'une question de code, mais en même temps, il y a aussi dans ceux qui codent, il est important d'avoir la bonne diversité. Nous aujourd'hui, alors évidemment, l'intelligence artificielle, c'est des données, c'est de la connaissance business, puis c'est beaucoup de maths quand même, et puis c'est beaucoup d'informatique. Donc il y a quand même pas mal de techniques, hein, on peut pas non plus l'effacer, et c'est la combinaison des deux qui fonctionne bien. Et c'est un collectif qui doit fonctionner. Et dans ce collectif, il y a quand même des techs. Aujourd'hui, par exemple, nous dans la Digital Factory de Total Energy, on a environ 30 data scientists. Et je suis assez content de dire qu'on a 50% de femmes, qui est déjà un premier pas pour débiaiser les manières de programmer. Mais aussi on a beaucoup de nationalités différentes. Et puis on a des provenances académiques très différentes, entre des gens qui viennent de la recherche, des gens qui viennent du monde du business, qui se sont formés à la data, etc. Et cette